Marguerite vit les roses avant de voir l'homme. Des roses jaunes, fraîches, avec encore la rosée du matin accrochée aux pétales. Quelqu'un les avait déposées là à l'aube. Le problème, c'est que personne ne visitait cette tombe. Personne d'autre qu'elle. Cela faisait 3 ans qu'elle venait chaque premier du mois. 3 ans qu'elle nettoyait la pierre de son fils Lucas avec un chiffon humide, qu'elle arrachait les herbes folles que le vent de Normandie poussait entre les joints, qu'elle remplaçait les fleurs fanées par des fleurs fraîches coupées dans son jardinet. Toujours seule, toujours en silence. Mais ce matin-là, agenouillé devant la stèle de granit gris, il y avait un homme. Un homme qui n'appartenait pas à cet endroit. Il portait un manteau en cachemire anthracite, le genre de manteau que Marguerite avait vu une seule fois dans sa vie, en vitrine d'une boutique du boulevard Haussmann, où elle ne serait jamais entrée. Ses chaussures étaient de cirés à la perfection, absurdement propres pour un cimetière normand en novembre. À côté de lui, un petit garçon d'environ 4 ans s'agrippait à sa jambe et regardait la pierre tombale avec des yeux que Marguerite connaissait mieux que les siens. Ces yeux-là, c'étaient les yeux de Lucas. L'homme ne l'avait pas entendu arriver. Il pleurait, la main posée à plat sur le granit froid, les doigts écartés comme s'il cherchait à toucher quelque chose qui n'existait plus. Ses épaules, larges et droites sous le cachemire, tremblaient tout légèrement. Marguerite s'arrêta à 5 pas. Ce qu'elle allait découvrir ce matin-là, dans ce cimetière du bord de mer, allait lui arracher le sol sous les pieds. Parce que cet enfant ne ressemblait pas seulement à son fils mort. Cet enfant fit quelque chose que seul Lucas faisait. Un geste que personne ne pouvait lui avoir appris. Marguerite avait 64 ans, les mains usées par 30 ans de couture dans une petite manufacture de Caen, et la colonne vertébrale de ceux qui ont tout traversé sans jamais plier. Elle avait perdu son mari à 42 ans, élevé Lucas seul dans une maison de pêcheurs à Arromanches-les-Bains, survécu à l'annonce de la mort de son fils avec la même dignité muette qu'on hérite dans les familles de Normande, où l'on dit que pleurer dehors appartient aux autres. Lucas était mort à 29 ans dans un accident de chantier à Paris. Un échafaudage, une chute, une boîte en carton arrivée par courrier recommandé 3 semaines plus tard, avec ses affaires, ses outils et son blouson de travail. Depuis, Marguerite venait ici le 1er du mois. Elle posait des fleurs des champs qu'elle cueillait sur les falaises. Elle parlait à voix basse à la pierre. Elle rentrait chez elle, nourrissait ses poules et faisait comme si le monde continuait, parce que c'est ce que le monde fait, qu'on le veuille ou non. Mais ce matin de novembre, le monde s'était arrêté. Elle fit un pas. Ses bottes en caoutchouc ne firent aucun bruit sur la terre mouillée. L'homme leva la tête. Il avait environ 45 ans, les cheveux gris aux tempes, le visage de quelqu'un qui commande et qui est obéi, mais creusé par une fatigue qui n'était pas celle d'une mauvaise nuit. Une fatigue ancienne, logée dans les os. Ses yeux étaient pas rouges, mais la façon dont il se redressa, dont il s'essuya le visage d'un geste rapide et presque mécanique, disait clairement qu'il n'était pas homme à se laisser voir pleurer. « Qui êtes-vous » dit Marguerite. Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu, mais quand le cœur bat trop fort, la voix se durcit toute seule. L'homme se releva entièrement. Il chercha quelque chose à dire qui ne venait pas. « Pardon, madame. Je ne savais pas que quelqu'un allait venir. Je viens tous les 1er du mois, » dit Marguerite sans bouger. « Depuis 3 ans je viens, et en 3 ans je n'ai jamais vu personne ici. » L'homme baissa les yeux. Ses mains, des mains soignées avec une montre dont le cadran seul valait probablement la valeur de la maison de Marguerite, se fermèrent lentement. « Vous avez déposé ces roses » dit Marguerite en désignant le bouquet. L'homme acquiesça sans parler. « Vous connaissiez mon fils » La question tomba entre eux comme une pierre dans l'eau froide. L'homme ouvrit la bouche, mais ce qui sortit ne fut pas une réponse. Ce fut quelque chose de plus vieux que les mots, un son qui venait de loin, de très loin, d'un endroit où les hommes comme lui ne vont généralement pas. « Oui » finit-il par dire. « Je le connaissais. » Marguerite le regarda de haut en bas. Le manteau, la montre, les chaussures. Lucas était ouvrier du bâtiment. Il vivait dans un studio de 20 mètres carrés à Aubervilliers, avec 2 colocataires. Comment un homme comme celui-là avait-il croisé le chemin de son fils? Mais avant qu'elle puisse poser la question, l'enfant lâcha la jambe de l'homme et fit 2 pas vers la tombe. Il s'accroupit sur le gravier, posa sa petite main sur les lettres gravées du prénom, L-U-C-A-S, et dit avec cette voix claire et absolue que les enfants ont quand ils disent mots des vérités immenses. « C'est là que dort mon papa, hein Maxime ?» Le monde s'arrêta. Marguerite laissa tomber son sac. Les fleurs qu'elle avait coupées ce matin sur les falaises se répandirent sur le gravier mouillé. Mais elle ne les regarda pas. Elle regardait l'enfant. Elle regardait ses yeux grands ouverts, sombres, avec ce reflet particulier qu'elle avait connu pendant 29 ans. Ce n'était pas une ressemblance, c'était une reproduction. C'étaient les yeux de Lucas, les mêmes exactement, avec la même façon de s'ouvrir un peu plus grand quand quelque chose d'important se passait. «
Qu'est-ce qu'il vient de dire » murmura Marguerite. Sa voix n'était plus dure. C'était un fil. L'homme, celui que l'enfant avait appelé Maxime, prit le petit dans ses bras. Son visage passa par 3 expressions en 1 seconde. La surprise d'être entendu, la panique d'être découvert, et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si une partie de lui attendait ce moment depuis longtemps et ne savait pas comment le provoquer. « Ce n'est pas ce que vous croyez, dit-il. Nous devons partir. »« Comment ça ? Ce n'est pas ce que je crois. » Marguerite fit un pas en avant. « Cet enfant vient de dire que mon fils est son père. » L'homme serra le petit contre lui et commença à marcher vers la sortie du cimetière. Marguerite le suivit, mais les jambes de 64 ans ne rattrapent pas facilement celles de 45. « Attendez, n'emmenez pas cet enfant. » Et alors l'enfant, effrayé par les voix qui se tendaient, fit quelque chose. Un geste petit, automatique, qu'il faisait probablement 20 fois par jour sans que personne y prête attention. Il porta sa main gauche à sa tempe, l'index et le majeur légèrement écartés, et les tambourina 3 fois contre son crâne, doucement, comme quelqu'un qui cherche ses mots à l'intérieur. Marguerite s'immobilisa dans le gravier. Ce geste précis, la main gauche à la tempe, 2 doigts écartés, 3 coups légers. C'était le geste de Lucas. Depuis l'enfance, quand Lucas ne trouvait pas ses mots, quand il était perdu dans ses pensées, quand quelque chose de difficile cherchait à sortir, il faisait ça. 3 petits coups sur la tempe gauche, l'index et le majeur. Marguerite lui avait demandé une fois d'où ça venait. Il avait haussé les épaules. « Je sais pas, maman. Ça sort tout seul. » Personne n'avait pu apprendre ce geste à cet enfant. Personne, parce que les seules personnes qui le connaissaient étaient mortes ou debout là dans un cimetière normand en regardant un morceau de Lucas s'éloigner dans les bras d'un inconnu. Elle entendit le moteur d'une voiture démarrer derrière la grille du cimetière. Un bruit de moteur trop silencieux pour être une voiture ordinaire. Elle vit le nuage de condensation s'élever dans l'air froid du matin. Marguerite resta debout entre les stèles, le sac à ses pieds, les fleurs éparpillées sur le gravier. Le vent de Normandie lui sécha les larmes avant qu'elles atteignent son menton. Mais Marguerite ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait parce que pour la première fois en 3 ans, son fils n'était pas complètement mort. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Les cimetières normands ont cette qualité. Ils n'ont pas d'horloge. Ils ont le vent, le bruit de la mer au loin et les mouettes qui planent au-dessus des ifs noirs, comme si elles vérifiaient que tout le monde dort bien. Elle ramassa ses fleurs, les posa sur la tombe de Lucas, à côté des roses jaunes que l'homme avait apportées. Ces fleurs sauvages paraissaient pauvres à côté de ces roses à longues tiges. Mais elles venaient des falaises où Lucas avait appris à marcher, où il avait couru pieds nus à 6 ans, en criant que la mer était à lui. Et Marguerite n'avait jamais eu honte de peu, jusqu'à ce matin. Ce matin, pour la première fois, elle regarda ces fleurs et sentit qu'elles ne suffisaient pas. Qu'il y avait un pan entier de la vie de son fils qu'elle ne connaissait pas. Et que ce pan venait de partir dans une voiture de luxe dont elle n'avait pas eu le temps de lire la plaque. Elle rentra à pied, 3 kilomètres sur la route du bord de mer, le vent dans le dos, la tête en feu. Elle poussa la porte de sa maison, s'assit à la table de la cuisine sans enlever ses bottes et regarda le mur. C'est sa voisine Paulette qui la trouva 1 heure plus tard en frappant pour lui apporter des œufs de ses poules. Paulette avait 69 ans, était veuve depuis 12 ans et possédait cette sagesse tranquille des femmes qui ont vu beaucoup de choses et décidé de n'en faire un drame qu'avec parcimonie. Marguerite lui raconta tout. L'homme, les roses, l'enfant, les yeux, le geste. Paulette écouta sans interrompre, ce qui était la façon la plus rare et la plus précieuse d'écouter. Quand Marguerite eut terminé, Paulette se gratta le menton et dit ce que toute personne sensée dirait. « Et si tu te trompais ? Les yeux se ressemblent, les gestes s'imitent. Des fois on voit ce qu'on veut voir. Je ne me trompe pas. Ce geste ne s'imite pas. Ce geste est sorti de Lucas à l'âge de 5 ans, et il ne l'a jamais expliqué. Et cet enfant l'a fait avec la même main, le même nombre de coups, la même façon d'incliner la tête juste avant. » Paulette se tut un moment. Puis, j'ai vu une voiture garée sur le chemin du littoral ce matin, avant l'aube. Noire, une berline, avec une plaque de Paris. Ça n'arrive jamais par ici en novembre. Paris. Marguerite retourna cette information dans sa tête. Le lendemain matin, Marguerite prit une décision. Elle ouvrit le tiroir de la commode du couloir, là où elle gardait les choses importantes dans une vieille boîte en fer. Compta les billets. Il y avait de quoi payer un billet de train pour Paris, et peut-être une nuit quelque part si elle se débrouillait bien. Avant de fermer la boîte, elle sortit quelque chose d'autre. Une photo de Lucas à 22 ans, prise un dimanche sur la plage d'Omaha. Il souriait avec cette façon timide qu'il avait, légèrement de côté, comme s'il n'était pas sûr de mériter d'être photographié. Sa main gauche était à la tempe, les 2 doigts posés dessus. Elle avait toujours cru que c'était le hasard du cliché. Maintenant, elle savait que non.
Elle mit la photo dans son sac, avec une tenue de rechange, du pain et du fromage enveloppés dans du papier sulfurisé, et la petite figurine en bois de mouette que Lucas lui avait sculptée à 15 ans pour la fête des mères. Paulette la déposa à la gare de Caen, à 5 heures du matin. Le trajet en TGV dura 2 heures. Marguerite n'avait pris le train grande vitesse qu'une fois dans sa vie, pour un mariage à Lyon il y avait 10 ans. Elle s'assit côté fenêtre et regarda la Normandie défiler, les herbages verts, les pommiers, les vaches, puis le paysage qui se durcit, qui s'accéléra, qui se remplit de béton et de lumière, jusqu'à ce que la campagne disparaisse complètement et que Paris arrive, grise et dense et bruyante, comme une chose vivante trop grande pour elle-même. Elle descendit à Saint-Lazare, resta une minute debout dans le flot des gens qui ne regardaient personne. Dans son village, croiser quelqu'un sans dire bonjour était une impolitesse. Ici, personne ne regardait personne. Tout le monde allait quelque part très vite et considérait que les autres n'existaient que comme obstacles. Marguerite n'avait qu'un nom, Maxime, et l'image d'un homme en manteau de cachemire pleurant sur la tombe de son fils. Elle fit ce qu'elle savait faire. Elle posa des questions. À l'homme du kiosque à journaux de la gare, elle demanda si le nom Maxime lui disait quelque chose pour un homme riche de Paris, la cinquantaine. L'homme la regarda comme si elle lui demandait d'additionner des nuages. « Madame, Paris a des milliers de Maximes fortunés. » Elle prit le métro vers le 8e arrondissement, parce que c'est là, lui avait expliqué Lucas un jour lors d'un appel téléphonique, que travaillaient les gens qui lui commandaient des chantiers. Les vrais patrons. Ceux qui ne venaient jamais sur le terrain, mais dont le nom apparaissait en haut des panneaux de chantier. Elle entra dans une boulangerie rue du Faubourg Saint-Honoré et demanda à la boulangère si elle connaissait un promoteur immobilier ou un homme d'affaires prénommé Maxime dans le quartier, qui aurait peut-être un lien avec la construction. La boulangère haussa les épaules. Un client s'appelait Maxime Aubert, mais c'était un dentiste. Pas ça. 2 rues plus loin, dans un café-tabac où un homme âgé lisait L'Équipe sur un tabouret, Marguerite posa la même question. L'homme baissa son journal. « Vous voulez dire Maxime Delvaux. Le promoteur ? Il a plusieurs chantiers dans Paris. Son siège est dans le 16e, je crois. Delvaux. » Marguerite grava ce nom dans sa mémoire comme on grave une date sur une stèle. Elle prit un bus, trouva l'adresse dans les pages jaunes d'un annuaire consulté dans une bibliothèque municipale, marcha 20 minutes et trouva l'immeuble. Pas un immeuble de bureaux ordinaires, un hôtel particulier reconverti, avec une façade en pierre de taille couleur crème, des fenêtres à moulures et une plaque dorée 17 à l'entrée. Delvaux Patrimoine, développement immobilier. Une voiture noire était garée devant. La même, Marguerite en était presque certaine. Elle s'approcha de l'interphone. Elle se vit dedans, dans la surface métallique polie. Ses bottes, son manteau de drap bleu marine usé au coude, son sac cabas en toile. Elle était aussi à sa place devant cet immeuble qu'une mouette dans un opéra. Elle pensa à Lucas. Elle appuya sur le bouton. Une voix de femme, sèche et professionnelle. « Delvaux Patrimoine, bonjour. »« Bonjour madame. Je souhaite parler à monsieur Maxime Delvaux. C'est personnel. Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est important. Dites-lui que je suis la mère de Lucas Garnier. » Un silence. Long. Le genre de silence qui contient une décision. Monsieur Delvaux est en réunion. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera. Marguerite ne bougea pas. Elle resta plantée sur le trottoir du 16e arrondissement, devant une porte qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Elle ne s'en alla pas, parce que derrière cette porte, il y avait peut-être la vérité sur la mort de son fils. Et Marguerite n'avait pas traversé la Normandie et Paris pour se laisser arrêter par un interphone. Elle attendit 2 heures, debout, ou assise sur les marches d'un immeuble voisin quand les jambes se plaignaient trop fort. Il commençait à faire nuit. L'air sentait la pluie à venir. Des gens en manteau passaient à s'en la voir. À 18 heures, la porte de l'hôtel particulier s'ouvrit. Une femme d'une 40aine d'années sortit avec un sac à main sur l'épaule, pressée. Marguerite se leva. « Excusez-moi, vous travaillez chez Delvaux Patrimoine ?» La femme s'arrêta, méfiante. « Oui, pourquoi ? Je cherche à joindre monsieur Delvaux. Je suis la mère d'un jeune homme qui travaillait sur un de ses chantiers. Lucas Garnier. Il est mort il y a 3 ans. » La femme changea de visage en 1 seconde. Le masque professionnel tomba. Elle regarda Marguerite différemment, avec ses yeux qui reconnaissent instantanément quelqu'un qui a traversé quelque chose de vrai. « Lucas Garnier, » répéta la femme doucement. « Je me souviens de lui. Quel garçon sérieux. »« Je suis désolée, madame. Vous savez si monsieur Delvaux le connaissait personnellement ?» La femme hésita. Elle regarda vers la porte qu'elle venait de fermer, puis vers Marguerite. Monsieur Delvaux a pris l'accident très à cœur. Plus que les autres, je veux dire.
Il y avait eu d'autres accidents sur ce chantier avant, mais celui-là, il a changé quelque chose en lui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans sa vie privée. Elle hésita encore. Puis, plus bas, il a un fils, Léo, 4 ans. Sa femme est partie quand l'enfant avait 6 mois. Maxime l'élève seul. Cet enfant est tout pour lui. Marguerite sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. La femme regarda sa montre. Maxime sort souvent à 19h quand il n'a pas de dîner professionnel. Parfois, il s'arrête au square du bout de la rue avec le petit. « Si vous attendez là-bas », elle dit cette dernière phrase en regardant ailleurs, comme si elle ne l'avait pas dite. Marguerite la remercia d'un signe de tête. La femme s'éloigna. Il n'y avait pas eu besoin de prononcer le mot merci à voix haute. Certains gestes se comprennent entre gens qui ont appris à ne pas gaspiller les mots. Le square était petit, propre, avec quelques platanes et des bancs en fonte verte. Il était presque désert en cette saison, à cette heure. Marguerite s'assit sur un banc qui faisait face à l'entrée. À 19h20, Maxime Delvaux arriva. Il n'avait plus le manteau de cachemire. Il portait une veste en laine et tenait par la main un petit garçon qui portait un bonnet rayé rouge et bleu et regardait les pigeons avec une intensité de scientifique. L'homme vit Marguerite immédiatement. Il s'arrêta. Son visage passa par les mêmes 3 expressions qu'au cimetière. La surprise, la panique, puis quelque chose qui ressemblait, bizarrement, à un soulagement. Il n'essaya pas de fuir cette fois. Il dit quelque chose à voix basse au petit garçon, qui courut vers les pigeons en agitant les bras. Puis il traversa le square et s'assit à l'autre bout du banc de Marguerite. Ils restèrent silencieux une dizaine de secondes. C'était l'enfant qui les avait réunis et l'enfant qui continuait d'exister entre eux, courant derrière les oiseaux dans la lumière jaune des réverbères. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» dit-il finalement. « Je pose des questions, » dit Marguerite. « C'est quelque chose que je sais faire. » Un autre silence. Puis Maxime Delvaux dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Je m'y attendais. J'aurais dû venir moi-même vous trouver il y a longtemps. Je n'ai pas eu le courage. » Marguerite ne dit rien. Elle attendit. L'homme regardait le petit garçon qui était maintenant accroupi sur les pavés pour examiner quelque chose. Une feuille morte, un caillou. Les enfants trouvent partout des sujets d'étude que les adultes ne voient plus. « Votre fils et ma fille, » commença Maxime lentement, se sont rencontrés sur le chantier du boulevard Ney. Inès venait avec moi parfois. Elle faisait des études d'architecture. Elle voulait voir comment les choses se construisaient vraiment, pas seulement sur des plans. Lucas était chef d'équipe de coffrage. Il avait une façon d'expliquer le chantier aux gens qui ne connaissaient pas, patiente, précise, sans jamais faire sentir à personne qu'il savait plus que lui. Inès a été foudroyée. Ce sont ses mots, pas les miens. Marguerite restait immobile. Elle entendait le nom d'Inès pour la première fois, mais elle sentait que cette femme allait changer tout ce qu'elle croyait savoir. Ils se sont vus pendant presque 1 an, en secret. Je ne savais pas. Inès savait que je n'aurais pas aimé, pas parce que Lucas n'était pas quelqu'un de bien, mais parce que j'avais des projets pour elle, un avenir planifié comme on planifie une construction, fondation, élévation, finition. J'avais décidé de sa vie avant qu'elle puisse me dire qu'elle voulait autre chose. Il s'arrêta. Le petit garçon revint en courant, montra quelque chose dans sa paume, un marron abîmé, et repartit aussitôt. Maxime le suivit des yeux avec ce regard que les parents ont et qui ne ressemble à aucun autre regard. « Inès est tombée enceinte », dit-il. Elle me l'a annoncé le soir même où elle avait prévu de me parler de Lucas, de tout me dire. Elle avait préparé ça pendant des semaines, comment elle allait me présenter les choses, comment elle allait me montrer qui il était vraiment. Mais ce soir-là, j'ai réagi avant qu'elle ait fini de parler. J'ai dit des choses que je ne peux pas reprendre. J'ai dit que ce n'était pas possible, que cet enfant ne pouvait pas naître dans ces conditions, que Lucas n'avait pas l'avenir nécessaire pour être le père de mon petit enfant. Sa voix ne trembla pas, mais quelque chose dans le mot nécessaire sonnait comme s'il le crachait. J'ai convoqué Lucas le lendemain. Je lui ai dit de quitter ma fille. Il a refusé. Il m'a regardé avec une façon de regarder que je n'oublierai jamais, sans colère, sans peur, juste avec une dignité que j'avais sous-estimée. Il m'a dit qu'il aimait Inès et que l'argent ne créait ni n'effaçait l'amour. Maxime fit une pause. Dans le square, l'enfant chantonnait quelque chose tout seul. 2 semaines plus tard, Lucas a été affecté à un autre chantier. Pas le boulevard Ney. Un chantier en banlieue, à Gennevilliers. J'ai appelé le directeur de travaux pour dire que j'avais besoin d'un bon coffrageur là-bas. Ce n'était pas un mensonge sur le besoin, mais c'était un mensonge sur la raison. Je voulais juste qu'il soit loin d'Inès. Je voulais que la distance fasse ce que ma volonté n'avait pas pu faire. Marguerite sentit quelque chose se solidifier en elle, comme du béton qui prend. « Et le chantier de Gennevilliers ?» dit-elle. «
C'est là qu'il est mort. Maxime ferma les yeux. Oui. Un silence long. Un silence qui pesait 3 ans. L'échafaudage était défectueux, dit Marguerite. Il y avait eu des signalements. Je ne savais pas. Et en même temps, sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Je n'avais pas vérifié. Je l'avais envoyé là sans vérifier les conditions. Je voulais juste le déplacer. Je ne voulais pas qu'il meure. Madame Garnier, je vous jure que je ne voulais pas ça. Mais je n'ai pas pris la peine de savoir ce dans quoi je l'envoyais. Et ça revient au même. Marguerite ne dit rien pendant longtemps. Elle regardait le petit garçon qui avait maintenant découvert une flaque et y tapait du pied avec une satisfaction évidente. « Et Inès » dit Marguerite. Maxime baissa la tête. Inès a appris la mort de Lucas par le directeur de travaux qui l'avait appelé pour les condoléances, ne sachant pas qu'elle le connaissait personnellement. Elle était à 5 mois de grossesse. Elle m'a dit que je lui avais tué l'homme qu'elle aimait. Pas intentionnellement, mais par arrogance, par certitude d'avoir le droit d'organiser les vies des autres comme on organise un planning de construction. Elle avait raison. Il marqua une pause. Elle est partie accoucher en Bretagne chez une amie. Elle a décidé d'élever le bébé seule. Elle ne voulait plus me voir. Léo est né en mars. Pendant 2 ans, je n'ai eu que des nouvelles indirectes. Puis Inès est tombée malade. Très malade. Un cancer du sein, rapide, agressif. Elle m'a appelé depuis l'hôpital. Elle m'a dit « Papa, je vais mourir et mon fils n'aura personne si tu ne viens pas. » Sa voix se cassa vraiment sur ces mots. Il ne chercha pas à la rattraper. Je suis venu. J'ai tenu sa main pendant les 4 derniers mois. Et avant de mourir, elle m'a fait promettre 2 choses. La première, de ne jamais dire à Léo que son grand-père avait eu une responsabilité dans la mort de son père. La deuxième, d'aller sur la tombe de Lucas chaque 1er du mois, parce qu'elle ne pouvait plus y aller elle-même, et qu'elle ne voulait pas qu'il soit seul. Le silence qui suivit était habité par quelque chose que les mots ne pouvaient pas remplir. Marguerite sortit la photo de son sac, la photo de Lucas sur la plage d'Omaha. Elle la tint entre ses doigts, sans la montrer encore. Elle regarda l'enfant dans le square, qui avait maintenant trouvé un bâton et s'en servait pour taper les troncs des platanes avec méthode. « Léo » appela Maxime doucement. Le petit garçon se retourna et courut vers lui. Il s'arrêta devant le banc et regarda Marguerite avec ses yeux. Les yeux, sans méfiance. Les enfants de 4 ans n'ont pas encore appris à juger les gens sur leur manteau. « Léo » dit Maxime. « Cette dame s'appelle Marguerite. Elle habitait avec ton papa quand il était petit. » L'enfant considéra cette information avec sérieux. Puis il porta sa main gauche à sa tempe, l'index et le majeur posés dessus, 3 petits coups, et dit « Il était comment, mon papa ?» Marguerite sentit les larmes lui monter, mais les Normands ne pleurent pas devant les étrangers. Elle les retint. Tendit la photo de Lucas à l'enfant. Léo prit la photo, la tourna dans ses mains. Il inclina la tête légèrement à gauche, comme Lucas le faisait sur la photo, et dit « On se ressemble. » « Oui, » dit Marguerite, « on se ressemble beaucoup. » Elle resta à Paris 2 jours. Maxime lui proposa son appartement. Elle refusa et choisit une chambre d'hôtel à 100 mètres de là, une chambre propre dans un hôtel simple, payée avec l'argent qu'il lui glissa dans une enveloppe sans lui demander la permission, et qu'elle accepta parce qu'elle n'avait pas le choix et que l'orgueil a ses limites. Le soir du 1er jour, Maxime vint frapper à la porte de la chambre avec Léo qui portait un dessin roulé dans son poing. Il entra, s'assit sur le seul fauteuil de la chambre, l'enfant dans ses bras et dit « Il faut que vous sachiez tout ». Et il raconta. Il raconta comment il avait construit sa fortune sur l'idée que la réussite était une valeur morale, que ceux qui réussissaient l'avaient déméritée et que ceux qui ne réussissaient pas n'avaient qu'à travailler davantage. Il raconta comment il avait regardé les ouvriers de ses chantiers pendant 20 ans comme des rouages nécessaires, sans les voir comme des hommes. Il raconta comment la mort de Lucas, lentement, sur 3 ans, avait fissuré cette conviction jusqu'à la réduire en poussière. Il raconta le soir où il avait fouillé les affaires d'Inès après sa mort et trouvé un carnet. Un journal qu'elle avait tenu pendant sa grossesse. Il avait lu des choses sur Lucas. Des choses simples, la façon dont il préparait le café le matin, les chansons qu'il sifflait sur le chantier, la façon dont il s'arrêtait toujours pour aider le vieux ferrailleur à porter ses barres, la façon dont il parlait de sa mère, toujours, dans presque chaque page. « Il parle de toi tout le temps », avait écrit Inès. « Il dit que tu es la femme la plus courageuse qu'il connaisse. Il dit que tu lui as appris que le travail avait une dignité que l'argent ne pouvait pas acheter ni enlever. Il dit qu'un jour il veut t'emmener à Paris voir les toits depuis là-haut. Il dit que tu mérites de voir les choses d'en haut pour une fois. » Marguerite mit sa main sur sa bouche. « Lucas voulait vous amener à Paris, » dit Maxime. « C'est dans le journal, pour votre anniversaire. Il mettait de l'argent de côté. » Marguerite regarda le plafond de la chambre d'hôtel.
Elle compta jusqu'à 10 intérieurement, en normand, lentement. Puis elle regarda Maxime. « Pourquoi vous n'êtes pas venu me trouver avant ?» Maxime ne détourna pas les yeux. « Parce que j'avais honte. Et parce que la honte est lâche. Elle vous fait rester dans votre coin et vous dit que si vous évitez la vérité assez longtemps, elle finira par vous oublier. Ce n'est pas vrai, bien sûr. La vérité a une patience infinie. Il y avait une chose que Marguerite devait dire. Une chose qu'elle portait depuis le cimetière et qui était devenue trop lourde. Cet enfant, dit-elle en regardant Léo qui s'était endormi dans les bras de l'homme, ne sait pas encore qui était son père vraiment. Il saura. Et quand il saura, il aura besoin de quelqu'un qui le lui raconte vraiment. Pas un père magnifié, pas une légende. Un homme vrai, avec ses mains abîmées par le béton et sa façon de tapoter la tempe quand il cherche ses mots. Maxime la regarda. « C'est pour ça que vous êtes venu ? Je suis venu parce que j'ai vu mon fils dans les yeux de cet enfant et que je n'étais pas prête à laisser ça repartir dans une voiture noire sans connaître la vérité. Et maintenant que vous la connaissez ?» Marguerite prit une décision dans le silence. Une décision qui n'avait pas de mots encore, seulement une forme. « Maintenant, je vais rentrer chez moi, je vais nourrir mes poules et regarder la mer et penser à tout ça. Et vous allez me dire comment contacter Léo. Régulièrement, parce que cet enfant a une grand-mère en Normandie qui connaît les falaises et les bateaux et qui peut lui apprendre à faire des nœuds de marin et à reconnaître les oiseaux de mer. Et ça, personne d'autre que moi ne peut le lui donner. » Le lendemain matin, avant de partir à Saint-Lazare, Marguerite fit une chose qu'elle n'avait pas planifiée. Elle demanda à voir Léo seul, 5 minutes, pendant que Maxime répondait à un appel téléphonique dans l'autre pièce. Elle s'accroupit devant l'enfant, à sa hauteur. Elle sortit de son sac la petite figurine en bois de mouette que Lucas avait sculptée. « Ton papa a fait ça pour moi quand il avait 15 ans. Il avait passé 3 semaines à la travailler le soir dans sa chambre avec un canif. Il m'a dit que c'était pour que j'aie toujours la mer avec moi, même quand je n'étais pas au bord de l'eau. » Elle posa la figurine dans la petite main de Léo. « Je te la donne parce que tu dois savoir que ton papa fabriquait des choses avec ses mains. De vraies choses, solides, qui durent. Et parce que toi aussi, un jour, tu vas fabriquer des choses qui durent. » Léo referma les doigts sur la mouette. La porta à sa tempe, 2 doigts posés dessus, 3 petits coups. « Je vais la garder pour toujours, » dit-il. Marguerite se releva. Elle respirait avec difficulté, mais pas à cause des escaliers. « Je sais, » dit-elle. Le TGV repartit vers Caen à 11 heures. Marguerite s'assit côté fenêtre, son sac cabas sur les genoux. Paris disparut progressivement, le béton cédant à la place aux arbres, les autoroutes au chemin creux, le gris au vert. La Normandie revenait, reconnaissable à sa lumière particulière, douce, blanche, chargée d'humidité marine. Elle pensa à Lucas. Elle pensa à Inès qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle pensa à Maxime et à la façon dont la culpabilité avait fini par faire ce que la justice n'avait pas fait, par ramener un homme riche et puissant à genoux sur le gravier d'un cimetière de province à pleurer sur la tombe d'un ouvrier. Elle pensa à Léo et à ses yeux et à ce geste qui traversait le temps comme un message lancé d'une rive à l'autre. Elle pensa à ce qu'Inès avait écrit dans son journal. « Il dit que tu mérites de voir les choses d'en haut pour une fois. » Elle sortit la photo de Lucas de son sac. Le regarda longuement. Ses bottes en caoutchouc, ses yeux, son sourire de côté, sa main gauche à la tempe. « Tu l'as laissé, mon fils », dit-elle très doucement, les lèvres à peine bougeant, pour que les autres voyageurs n'entendent pas. « Tu as laissé les yeux, tu as laissé le geste, tu as laissé l'enfant. C'est beaucoup plus que rien. » Le train courait à 280 km/h à travers la plaine normande, mais pour Marguerite, en cet instant, tout allait très doucement. Un mois plus tard, le 1er du mois de décembre, le chemin du cimetière d'Arromanches-les-Bains fut emprunté par 4 personnes. Marguerite marchait devant, avec le pas de celle qui connaît chaque pierre. À sa gauche, Maxime avançait les mains dans les poches, un peu moins raides que la première fois. Ses chaussures cette fois délibérément peu cirées, comme s'il avait voulu signifier quelque chose. À sa droite, tenant sa main, Léo marchait en regardant tout avec ses yeux grands ouverts, les mouettes, les falaises au loin, les ifs noirs du cimetière. Il portait dans son autre main la figurine en bois de mouette. Ils s'arrêtèrent devant la tombe de Lucas. Marguerite posa ses fleurs sauvages. Maxime posa ses roses jaunes. Léo posa la figurine contre la pierre et dit d'une voix très sérieuse : « C'est pour toi, papa. C'est ta mamie qui me l'a donné. Ta mamie Marguerite. » Marguerite entendit le mot « mamie » comme on entend une cloche de village, claire et simple et ancrée dans la terre. Maxime se racla la gorge. Il regardait la mer au loin, visible entre 2 collines. « C'est beau ici, » dit-il. Marguerite hocha la tête. Elle savait qu'il ne parlait pas seulement du paysage. « Lucas aimait cette vue, » dit-elle.
Il disait que depuis les falaises, on voyait assez loin pour oublier les problèmes proches. Je lui avais répondu que les problèmes proches n'attendaient pas qu'on regarde ailleurs. Il avait ri. Maxime l'écouta sans l'interrompre. Léo tapota la pierre tombale de ses 2 doigts, 3 petits coups, à gauche, à droite, comme s'il disait à quelqu'un à l'intérieur de se réveiller et d'écouter. Aucun des adultes ne lui dit que ce geste était extraordinaire. Ils le gardèrent pour eux, comme on garde les choses qui sont trop précieuses pour être expliquées. Le vent de novembre soufflait depuis la mer, froid et propre, et les ifs noirs se courbaient légèrement vers l'est, toujours vers l'est, comme si la Normandie cherchait à pointer vers quelque chose que les cartes ne montrent pas. Marguerite mit sa main dans la poche de son manteau. Elle toucha la photo de Lucas. Elle la laissa là. Elle n'avait plus besoin de la sortir pour le voir. Il était là, dans le geste de cet enfant, dans les yeux levés vers les mouettes, dans la façon dont Léo regardait la mer pour la première fois, avec ce mélange d'étonnement et de reconnaissance, comme si une partie de lui avait toujours su que l'eau existait et l'attendait. « On reconnaît les siens », dit Marguerite à voix basse, « pour elle-même ou pour Lucas, ou pour personne. » Le vent prit les mots avant qu'ils arrivent à quiconque. « On reconnaît toujours les siens. »